Bonjour, bienvenue sur la Maïeutique. Donc on se retrouve encore avec Maxime Horry, notre ami. Il faut dire que l'actualité est riche en rebondissements politiques et économiques. Donc je le rappelle, Maxime Horry est ancien directeur régional de la Banque de France. Il a une société qui s'appelle Vigieco, avec laquelle il propose des séminaires pour expliquer l'économie. Alors Maxime, nous allons nous lancer dans l'actualité, mais vous avez aussi promis à nos auditeurs que vous allez leur apporter des réponses et leur expliquer comment protéger leur épargne. Oui, mon cher Joris, bonjour, chers auditeurs, vous nous demandez des conseils pour protéger votre épargne. Et nous allons faire 2 émissions aujourd'hui. Ça sera 2 émissions différentes, mais elles se suivent. La première, c'est pour envisager les scénarios de chaos politique dans lequel nous sommes. Il y a plusieurs scénarios possibles. Et immédiatement après, c'est quelles sont les mesures à prendre pour gérer son épargne dans les meilleures conditions. Il ne s'agit pas de faire de l'alarmisme ou de dire on va aller à la banque retirer son argent. Non, c'est de réfléchir. La maïeutique, c'est d'ailleurs l'art de réfléchir, de se documenter pour essayer de prendre les meilleures positions possibles. Et j'ai des auditeurs et puis des gens que je connais par le réseau LinkedIn qui se tournent vers moi et qui me posent des questions et je vais les traiter en public sans citer évidemment les personnes. Alors voilà, on va peut-être commencer par le chaos politique. Alors, il faut préciser que l'on enregistre cette émission juste après le 2e tour des élections législatives de 2024. C'est la suite de la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron. Ah, bien sûr, nous sommes après le second tour et ce 10 juillet ou 9 juillet, ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez aucune prime de risque, spread, qui est augmenté à la suite du résultat. C'est même le contraire, le spread qui avait augmenté fortement, on avait un spread d'environ 80 points de base après la dissolution, avant le premier tour, a plutôt diminué. Ce matin, il était de 60 points de base, c'est-à-dire que la France emprunte à 10 ans à 3,2%. C'est étonnant. Et en réalité, quand on regarde pourquoi, c'est parce que les marchés, nos créanciers, voient la situation avec des lunettes roses. Et alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ils la voient avec des lunettes roses, mais on peut aussi la voir avec des lunettes noires, et on va essayer de voir les deux. Bon, pour nos auditeurs, quand vous dites rose, vous ne pensez pas au Parti Socialiste? Alors, non, c'est pas du tout au Parti Socialiste. Je regarde les chiffres du résultat des élections législatives. Vous avez remarqué que dimanche soir, M. Mélenchon, qui est connu dans l'international trotskiste-lambertiste sous le nom de code Général Santerre, a remarquablement préempté le résultat de l'élection. Il a été le premier à parler, et il a tenu un discours brutal et sans nuance. Nous avons gagné. Bon, alors nous avons gagné. La réalité, c'est qu'il a 184 députés, le nouveau Front Populaire a 184 députés, mais les partis du centre, il y a 3 partis du centre, il y a le parti de M. Macron, il y a le parti de M. Bayrou, il y a le parti de M. Philippe, ont 165 députés. Ça fait à peine 19 députés de moins. Et si vous ajoutez à ces 165 députés les députés des Républicains ou apparentés, maintenant que Ciotti est parti vers l'extrême droite, vous avez un centre droit qui comprend 231 députés. Ça fait beaucoup plus que le nouveau Front Populaire. Or, alors on est très loin de la majorité qui est à 289, mais pendant 2 ans, la France a été gouvernée avec 259 députés. Et il y a eu une vingtaine de textes qui ont été votés, et les gouvernements n'ont pas été renversés. Et donc, si vous ajoutez le centre et les Républicains, autrefois on disait la droite et le centre, on a été gouverné par la droite et le centre, sous M. Chirac, sous M. Giscard d'Estaing, M. Sarkozy également. Bon. Eh bien, vous avez à peine 28 députés de moins. Et donc, il est tout à fait possible de jouer la même partition
Alors, je ne parle pas du contenu, hein. Le contenu, on va en parler en fonction des échéances, et la grande échéance, ça sera à la rentrée, la loi de finances. Mais il est parfaitement possible de jouer la même partition. Voilà pourquoi les marchés ont mis des lunettes roses, parce qu'ils pensent qu'il va y avoir une majorité relative de centre-droit. Et dans le fond, alors, nous ne faisons pas de politique, je ne fais pas de politique, je ne veux pas prendre de position politique, je veux simplement conseiller nos auditeurs sur l'épargne, mais ça suppose de partir d'une analyse des scénarios politiques. Bon, je fais juste une petite parenthèse. Qu'est-ce qui différencie M. Larcher, le président républicain du Sénat, M. Lisnard, le président républicain des maires de France, et M. Bayrou, centriste? Mais rien. Qu'est-ce qui différencie M. Wauquiez, qui va prendre la tête des députés des Républicains, et M. Philippe? Rien. Ils faisaient partie du même parti il y a encore une petite dizaine d'années. La seule chose, le seul obstacle à faire ces additions, c'est que tous veulent être président de la République, plus ou moins. Bon, et ça c'est l'obsession française de devenir président de la République, dans un pays qui est vertical et très peu tourné vers la base. Bon. Alors là, évidemment, ça empêche les additions et la coopération. Mais si vous enlevez cette caractéristique, je ne sais pas si on peut l'enlever d'ailleurs, mais enfin, si vous la mettez entre parenthèses, les partis peuvent coopérer. Et donc, beaucoup de gens pensent que ça finira par se faire. Alors, ça suppose d'admettre que le pouvoir a changé. Il n'est plus à l'Élysée, il est désormais au Parlement, et ça suppose d'admettre que la France puisse faire comme font pratiquement toutes les démocraties du nord de l'Europe, et y compris l'Union européenne elle-même, être gouvernée par des coalitions sociodémocrates, libéraux, conservateurs. Est-ce que la France est capable de le faire ? Alors, dans les commentaires, on entend dire que le résultat de ces élections n'a pas été représentatif du vote des Français. Alors, le but n'est pas de chercher à savoir qui a raison, mais juste pour un petit rappel du passé, on est passé de la 4e République à la 5e République, parce que justement, le système électoral de la 4e République favorisait la représentation à la proportionnelle, mais avec la grande fragmentation des partis politiques que l'on retrouvait au Parlement, aucune formation politique n'obtenait la majorité absolue, ce qui rendait les gouvernements de coalition inévitables et souvent fragiles. Et à cette époque, ça nous avait conduit à 24 changements de gouvernement en 12 ans. Oui, la 4e République, elle se caractérise par le fait que les gouvernements duraient entre 20 et 40 jours, en moyenne. C'est-à-dire qu'il y avait une instabilité permanente. Pourquoi ? Parce que le président de la République n'avait aucun pouvoir, il ne pouvait pas dissoudre, on n'avait pas un système bipartite comme on a eu sous la 5e. Alors maintenant, ce système a éclaté. On est dans un système maintenant tripartite. C'est-à-dire que le Parlement est divisé en 3. Et ce sont des blocs inconciliables. Et la Constitution donnait moins d'autorité au président de la République. Mais aujourd'hui, le président de la République n'a presque plus d'autorité. Alors il a ses prérogatives constitutionnelles, mais le pouvoir est à l'Assemblée. Alors est-ce que l'Assemblée est capable de s'organiser ? Très bien. Alors maintenant, on va faire comment pour que la France soit gouvernée ? Alors le scénario noir, c'est le scénario où l'Assemblée nationale n'arriverait pas à trouver une majorité alternative à la minuscule majorité relative. Je répète le chiffre, 184 députés, alors que la majorité est à 289 du Front populaire. Et ça, vous allez voir dès cette semaine le très habile et activiste Mélenchon qui va... D'abord, il va vous dire quel est le nom du Premier ministre. Il y a 2 noms qui circulent. Il y a Madame Autain et Monsieur Vallaud. Bon. Et une fois qu'ils se seront entendus sur le nom du Premier ministre, ils vous diront le SMIC à 1 600 €, l'abrogation de la réforme des retraites, tout de suite, Macron doit le nommer. Bon. Et vous aurez des manifestations, vous allez voir, il sait très bien faire ça. Il a bien étudié le modèle de Lénine à Saint-Pétersbourg en 1917.
Là, M. Macron a gagné un peu de temps. Il y a une certaine popularité de Gabriel Attal, il y a les Jeux Olympiques, donc les Français ne se choqueront pas que Gabriel Attal soit reconduit jusqu'au 15 août. Mais à partir du 15 août, ça ne pourra plus durer. Et nous avons une échéance terrible en septembre-octobre, c'est le budget. Car, c'est ce que j'essaye d'expliquer à nos auditeurs depuis quelques mois, c'est que le chaos politique de la France est inséparable de la crise sur la dette, parce que nous sommes sur une trajectoire qui n'est pas la trajectoire européenne. Cette année, on attend un déficit sur PIB entre 5,5 et 6% du PIB. Ce sont des chiffres apocalyptiques. Le chiffre exact, c'est que nous avons, sur les 12 derniers mois, un déficit de 170 milliards d'euros, alors qu'il était de 150 et quelques l'année dernière. Donc la trajectoire est apocalyptique. Et nous sommes poursuivis pour déficit excessif, et nous pouvons même nous voir infliger des amendes. Donc nous ne pouvons pas ne pas bouger. Donc voilà les scénarios. Un scénario rose, un scénario noir, et je dirais que dans les deux cas, les épargnants seront sollicités. Alors justement, pour illustrer le chaos financier, la France a déjà été dans le passé face à une situation similaire avec sa dette. Pour nos auditeurs, ce rappel historique est intéressant. À la fin de la Première Guerre mondiale, la France avait une énorme dette, qui avait été créée bien évidemment pour financer la guerre. On ne peut pas vraiment comparer la dette de cette époque à celle d'aujourd'hui, mais si on regarde par rapport au PIB, cette dette était 2 fois plus grosse. Donc le mécanisme astucieux qui avait été mis au point à l'époque, c'était de créer un emprunt sous forme d'obligation pour financer l'effort de guerre. Les particuliers, les entreprises, les banques pouvaient y souscrire. Et pour que l'État s'en sorte, le mécanisme qui avait été bien évidemment réfléchi à l'avance, c'est que de 1919 à 1926, l'État a fait tourner la planche à billets. Donc la monnaie de l'époque, qui était le franc, a perdu 70% de sa valeur sur cette période. Au final, toutes les personnes qui avaient financé à l'aide des bons d'État avaient la même somme sur le compte, voire un peu plus parce qu'il y avait des intérêts, mais avaient perdu complètement le pouvoir d'achat. Ce qui a conduit à ce que la dette française qui avait été contractée auprès des particuliers, donc sur le marché intérieur, s'est remboursée toute seule au travers de l'inflation, par la dévaluation de la monnaie. Ça a finalement été un moyen astucieux de piquer l'épargne des Français. Oui, mais ce que vous décrivez là, ça a existé jusqu'en 1973. C'est-à-dire que jusqu'en 1973, la Banque de France était autorisée à faire des avances à l'État. Et le président Pompidou a plafonné ces avances, et puis ensuite il les a supprimées, et à partir de 1980, l'endettement de la France et de tous les pays d'ailleurs s'est fait par un appel direct à l'épargne internationale et au marché. Donc la planche à billets, c'est fini. Alors on l'a rétabli entre 2015 et 2022. Alors je ne vais pas faire un cours de politique monétaire et d'histoire monétaire. On l'a fait parce qu'on avait peur de la déflation, puis on l'a fait parce qu'on avait peur du Covid et des conséquences. Mais là, la planche à billets est arrêtée. Donc, et nous n'avons pas le droit de faire la planche à billets pour un seul pays. C'est-à-dire que si la BCE devait intervenir pour soutenir la dette de la France, immédiatement, vous auriez un rapport européen et un plan de redressement de la France. Alors ça, c'est ce que les Français ne peuvent pas comprendre, puisque personne ne le leur explique. Et que la classe politico-médiatique est dans le déni de cette réalité. Mais nous ne pouvons pas, on a fait beaucoup d'émissions pour expliquer l'augmentation exponentielle des charges financières. Nous aurons des charges financières qui étaient prévues à 56 milliards en début d'année. Et là, les taux d'intérêt ont augmenté, ils vont encore augmenter à mon avis. On sera plutôt aux environs de 60 milliards. Et c'est le budget de l'éducation nationale, donc on ne va pas pouvoir aller très loin. Donc, je crois qu'il faut d'abord dire, voilà les scénarios, scénario rose, scénario noir. Le scénario rose ne sera pas si rose que ça pour les épargnants, parce que nous sommes tous menacés par une augmentation générale de la CSG. CSG, c'est un impôt qui est sur tous les revenus. Donc ça permet de coincer les épargnants au passage,
et de relever la taxation de l'épargne. Et vous vous souvenez des chiffres que nous avons cités, on va les arrondir pour ne pas embrouiller l'auditeur. La dette de la France, c'est 3 000 milliards, l'épargne, c'est 6 000 milliards. Donc, si vous augmentez la CSG significativement, vous raflez une partie des revenus de l'épargne. Et puis les autres revenus. Donc, le scénario rose n'est pas si rose que ça, mais le scénario noir, lui, il est franchement noir, puisque, je ne vais pas exposer le programme du nouveau Front populaire, c'est une augmentation générale des impôts sur le revenu, sur le patrimoine, avec une progressivité accrue. Et M. Mélenchon ne s'en cache pas, il dit, alors toujours en parlant à la première personne, ça c'est extraordinaire, il dit au-dessus de 12 millions, je prends tout, en parlant des successions. Ce qui signifie d'ailleurs que les entreprises de 12 millions, il y en a beaucoup, seraient de fait nationalisées, puisqu'on confisquerait tout. Bon. Donc, les marchés, nos créanciers, ont très peur de ce scénario. Vous avez une émission avec Patrick Artus sur Boursorama qui expliquait ça. Ils ont très peur. Et là, ils ont l'impression, à tort ou à raison, que ce scénario n'aura pas lieu et que la France aura un gouvernement de techniciens, d'experts, avec une gentille majorité de centre droit. C'est possible, mais en réalité, nous n'en savons rien. Donc pour rembourser la dette, on entend dire que l'Europe va laisser tourner la planche à billets, laisser courir l'inflation, comme à l'époque des années 1920. Oui, mais alors, ce que nous oublions tous, et peut-être que, en tant qu'artisan de l'euro dans ma vie professionnelle, j'en suis un peu responsable, c'est que nous ne sommes plus du tout dans ce cadre-là. Nous sommes dans un cadre européen. Nous partageons une monnaie avec 19 partenaires. Nous sommes 20 à la partager. Et que notre dette diverge avec les autres. C'est-à-dire que en 2008, je vais citer juste un chiffre, en 2008, notre dette sur PIB était équivalente à celle de l'Allemagne, autour de 60%. Aujourd'hui, l'Allemagne est toujours autour de 60%, elle va même descendre au-dessous, et nous sommes à 111%, presque le double. Donc, et nous ne pouvons plus faire la planche à billets collectivement. Alors, s'il y avait un accident, la BCE viendrait au secours de la France, mais il y aurait des contreparties. Et donc, c'est plus le même cadre, du tout. Et ça, je crois que, vous savez, nous parlons souvent ensemble des croyances et du fait que la raison est très faible par rapport aux croyances. C'est que depuis 20 ans, la naissance de l'euro, plus de 20 ans d'ailleurs, c'est presque 25 ans, on n'a pas vraiment expliqué ça aux Français. On ne l'a pas expliqué. Et comme finalement, on a traversé toutes les crises avec toujours, contrairement à ce que disent d'ailleurs les extrêmes, le pouvoir d'achat n'a jamais reculé en France. Il a beaucoup moins augmenté ces dernières années, mais il n'a jamais reculé. Et notre ami Toiti rappelle que, et je crois qu'on a montré ce graphique à nos auditeurs, depuis 2008, vous avez une croissance de la dette 3 fois plus forte que celle de l'activité. C'est terrifiant. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas continuer. Donc fonctionner avec l'euro et tous les mécanismes pour lutter contre l'inflation et d'empêcher la création de masse monétaire, ça nous enlève une possibilité d'agir. On ne peut plus rembourser la dette comme cela pouvait se faire avec une monnaie d'État. Alors, oui, c'est-à-dire que l'euro nous a protégés. Christian Noyer, l'ancien gouverneur de la Banque de France qui m'a nommé à Toulouse, avait une formule qui était très synthétique et excellente. Il disait « l'euro nous a protégés, mais il ne nous a pas stimulés ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est endormi avec l'euro. Parce qu'avec l'euro, vous n'avez plus besoin de financer vos déficits de commerce extérieur. Ils se financent tout seuls par des transferts d'actifs, au détriment de la France d'ailleurs. Mais avant, vous aviez des crises monétaires, vous aviez des crises de change. Bon. Et puis, la planche à billets a fonctionné on peut dire de 2015 à 2022, mais elle a fonctionné même avant, au moment de la crise des dettes souveraines. Donc, en réalité, l'euro ne nous a pas poussé à remettre de l'ordre dans nos affaires. En cela, il nous a endormis. Il nous a anesthésiés. D'ailleurs, on compare souvent l'euro au dollar. Les Américains disent
le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Oui, alors ça c'est la formule, c'est la formule du secrétaire d'État au Trésor au moment de la crise de Bretton Woods en 1971. Son nom m'échappe maintenant, et le secrétaire d'État, parce qu'en fait le système s'est détaché de l'or, les Américains émettaient tellement de monnaie qu'ils ne pouvaient plus rembourser et maintenir le taux de change fixe. Et donc le système de change fixe a éclaté. Mais ils s'en foutaient. Ils ont dit, le dollar c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Ce qui était une parfaite désinvolture. Donc pas de dévaluation de l'euro pour se sortir de la dette. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 1920, la dévaluation du franc a appauvri énormément les Français. Donc, il est vrai de dire que l'euro a enlevé cette liberté aux États de rembourser leurs dettes en dépréciant leur monnaie, mais il ne faut pas oublier que ce remboursement se faisait au détriment de leur population et des épargnants. Alors, c'était un peu l'idée dont on avait parlé la dernière fois, c'est si la Banque Centrale Européenne avait une baisse des taux d'intérêt plus rapide que celle de la Réserve fédérale des États-Unis, vous aviez fait la remarque que ça contribuerait à déprécier l'euro. Et ça contribuerait à relancer l'inflation. Mais la BCE a un mandat anti-inflationniste. Et la BCE n'est pas faite pour aider les États à financer leur déficit, même si elle l'a fait en pratique, en achetant des titres de dette. Et là, vous avez de très fortes tensions institutionnelles. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe a reçu plusieurs plaintes contre la BCE. Alors, elle les a déboutées, mais les Allemands, qui n'ont pas les retraites que nous avons et qui financent leurs retraites avec leur épargne, se sont plaints du fait que la BCE menait une politique inflationniste par la planche à billets. Donc, vous avez des garde-fous très importants de par les traités de l'Union européenne sur la planche à billets. Donc la population, avec son épargne et son pouvoir d'achat, sont relativement bien protégés de l'inflation avec la BCE. Alors, si nous étions tous dans la situation de la France, oui, on pourrait. Alors moi je prends toujours l'image des troupeaux de moutons, parce que j'ai ma maison au pied du Larzac, le deuxième mouton suit le premier, le troisième suit le second, et il y a un panurgisme. Et donc, le mouton qui est attaqué par le loup, c'est celui qui traîne hors du troupeau. Tant que nous sommes dans le troupeau, tout va bien. Mais quand nous sortons du troupeau, et là, la France sort du troupeau, parce que sa dette diverge. La Grèce était sortie, elle est revenue, l'Espagne était sortie, elle est revenue, Portugal était sorti, il est revenu. La France, là, les gens écarquillent les yeux. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe en France, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et là, ils ont adopté un scénario rose. Alors, je ne sais pas si le président Macron a fait un service après-vente en disant « ne faites pas de soucis, à la rentrée, il y aura une coalition de centre-droit, centre-gauche. » Vous avez aussi 10 députés divers gauche. Et puis vous avez M. Hollande aussi, parce que, je ne fais pas de politique, mais M. Hollande, il a fait une politique social-démocrate. Il a quand même créé 1 million d'emplois avec Pierre Gattaz, en échangeant la baisse des charges contre des créations massives d'emplois. Et il a été censuré, M. Hollande, par le Parti socialiste. C'est le Parti socialiste qui l'a empêché de se représenter. Donc là, il se fait élire sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir aussi à gauche, j'ai dit 10 députés divers gauche, quelques socialistes qui rejoignent une sorte de centre de France du milieu. Vous voyez, bon, voilà. Donc, je pense que ce que nos auditeurs peuvent retenir quand même, c'est que à la rentrée, il va y avoir cette échéance terrible de la loi de finances. Et que là, il va falloir payer. Payer comment? Ça va se passer comme dit Madame Rousseau? Oui, oui. Mais Madame Rousseau, finalement, elle confirme ce que nous avons essayé d'expliquer dans nos émissions en alertant, puisqu'elle dit « Oh, la dette, c'est pas un problème, il suffit de puiser dans l'épargne des Français. » Et nous avons alerté nos auditeurs en disant, d'ailleurs, ça a été une de nos émissions qui a eu le plus de succès, de vues, À aujourd'hui, 10 000 vues. Je le dis dans la vidéo parce que ça nous permet aussi d'avoir un repère temporel. Oui, Madame Rousseau, en fait, elle confirme le fait que
on convoite l'épargne des Français. D'où l'émission qui va suivre sur protéger votre épargne. Bien, merci Maxime, merci de nous avoir suivis. Au revoir.